Salut les sportifs. Certaines et certains des sportifs que j'ai eu la chance de recevoir ont fait le choix de faire confiance à Aubaine pour les aider à financer leur carrière. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est le cas de l'invité de cet épisode. Alors Aubaine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, lors d'un passage à Paris, et plus particulièrement au tremplin by Paris & Co, j'ai eu la chance de rencontrer Paul et Clément, les fondateurs de la plateforme, pour leur poser la question. Salut les gars. Salut Hermano. Alors, en quelques mots, Aubaine, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Donc Aubaine, c'est une plateforme qui permet aux athlètes de trouver une nouvelle source de revenus en partageant des contenus à leur communauté sous forme d'abonnement. Aujourd'hui sur la plateforme, il y a une vingtaine d'athlètes. Si vous souhaitez soutenir l'un d'entre eux, ça se passe donc sur aubaine.fr, obaine.fr. Et à partir de combien on peut soutenir un athlète ou une athlète ? C'est donc à partir de 5,99€ par mois ou 60€ par an. Super, et merci beaucoup les gars, on vous souhaite une bonne continuation. C'est parti pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci Hermano, bon épisode. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires.
Aujourd'hui, mon invité est quelqu'un que j'ai déjà reçu sur un autre podcast qui s'appelle Devenir triathlète et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il pratique le triple effort, ce sport qui finalement en contient 3. Je passe sur son palmarès, je le laisserai l'expliquer. Aussi parce que ça fait partie justement de l'épisode d'aujourd'hui. Vous l'aurez compris, je le connais déjà, mais on va rentrer dans les détails de mon invité. Je vais faire comme si je ne le connaissais pas pour me mettre à votre place. Je suis très heureux de recevoir Yannick Matejicek. Salut Yannick. Salut Hermano, ravi encore de pouvoir échanger avec toi à nouveau. Et comme tu le disais en off, ça fait 3 ans maintenant déjà qu'on se connaît. Yes, exactement. Ça fait 3 ans qu'on se connaît. Tu avais répondu 2 fois sur le podcast Devenir triathlète à mon invitation. La première fois, c'était pour te connaître toi, pour savoir qui tu étais, comment tu vivais ton rêve de triathlète. Et puis la deuxième fois, c'était pour faire un débrief de l'Ironman de Vitoria-Gasteiz où j'avais eu la chance de venir te un peu soutenir tout en soutenant Olivier et d'autres copains qui étaient là-bas. Et c'était sympa de pouvoir courir. 5 mètres à côté de toi, parce que de toute façon, tu courais tellement vite que j'arrivais pas à suivre. Bon, pas non plus, mais ouais, c'était top de vous avoir entreaperçu dans ma douleur extrême, mais c'était cool, ouais. C'est vraiment cool. Je l'ai dit, je vais mettre à la place de notre audience et je vais faire comme si je te connaissais pas. Je vais même faire comme si je ne connaissais pas ton sport, même si on a déjà eu des triathlètes aussi sur ce podcast. Mais d'abord, dis-nous tout, Yannick. Qui est Yannick Matejicek ? Alors, Yannick Matejicek, j'ai 31 ans, donc je suis actuellement en police de soirée. Je travaille de 16h à 1h30 du matin à 100%. Et à côté de ça, je suis triathlète longue distance depuis 2019. J'ai commencé le triathlon en 2017, mais j'ai commencé le longue distance en 2019. Et j'ai commencé étape par étape à faire au début des SDM, puis des Alpha Ironman en 2019, puis après mon premier Ironman où on s'est vu du coup à Vitoria en 2021 en post-Covid. J'ai toujours été sportif, je suis passé par les sports collectifs. Du coup, j'ai fait 6 ans de foot, j'ai fait 1 an de rugby, j'ai fait du tennis, j'ai fait du badminton. Voilà, j'ai fait plein de sports. J'ai aussi fait évidemment 9 ans de cyclisme en division nationale où j'ai commencé en minib 2 avec quelques petits résultats, on va dire sympas, mais je me prenais vraiment pas la tête, je me suis vraiment jamais pris la tête. Et après en fait au fur et à mesure des années, comme ce que tu as vu depuis qu'on s'est rencontrés en 2021 et avant, j'aspire un peu à pousser, si tu veux, le côté professionnel et la professionnalisation au plus haut point, où en fait j'ai l'ambition de pouvoir essayer et me donner le moyen de réussir dans ce sport au maximum. Et puis voilà, je mets les choses en place, j'essaie de les partager aussi comme tu le vois sur les réseaux, notamment LinkedIn et même sur les autres réseaux, pour que les gens puissent aussi déjà s'y retrouver, se dire que c'est possible, c'est pas parce qu'on travaille qu'on peut pas y arriver, et aussi de pouvoir donner de la force à toutes ces personnes-là qui auraient des doutes. Et après, si un jour ça y arrive, j'en serais très très fier. Je suis déjà fier de ce que j'ai parcouru, mais j'en serais fier. Et je serai toujours disponible pour pouvoir partager ces expériences que je vis, parce que chaque année, c'est des nouvelles expériences. Désolé, c'était un peu long. Non, c'était une super présentation. J'ai presque envie de te dire, on peut en rester là, mais non. Il y a quand même le sujet principal du podcast qu'on n'a pas encore abordé. J'aimerais aussi que tu nous expliques ce que c'est que le triathlon. Évidemment, je peux pas dire que je ne sais pas ce que c'est. J'ai pratiqué. Je produis un podcast sur le triathlon depuis 4 ans. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux revenir avec nous sur ce que c'est le triathlon et puis les différentes distances que toi, tu as pratiquées, parce que tu nous as dit que tu as commencé du plus court jusqu'à l'Ironman. C'est quoi en fait l'Ironman? C'est quoi le plus court? C'est quoi ce qu'il y a entre les deux? Raconte-nous tout. Alors le triathlon, c'est un enchaînement de 3 disciplines qui est la natation, le vélo, le course à pied, où en fait à partir du moment où on te donne le départ, le but c'est de finir ces 3 disciplines et les 3 distances le plus rapidement possible. Et du coup donc les distances les plus courtes, voilà, ça va être du XS, SM, tout ce qui est olympique, ce que vous allez voir à la télé par exemple, qui est pas la distance la plus courte mais une distance courte, où pour les JO qui vont arriver, je vais dire les distances qu'il y aura. Ce sera la distance olympique, c'est 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km à pied.
Et ensuite, après, on va, à partir de cette distance-là, en fait, on va rentrer dans la catégorie, ce qu'ils appellent la catégorie longue distance, où là, on va aller sur des distances plus élevées, et notamment la distance Rennes, où la distance Rennes, c'est 3800 mètres de natation, 180 km à vélo, et le marathon à pied, le marathon qu'on connaît tous. Et le Alpha Ironman, donc c'est cette distance divisée en deux. Et donc, faut le faire le plus rapidement possible, et le terminer le plus rapidement possible, et essayer de bien le finir, et dans tous les cas, tu finis en PLS. En tout cas, moi, j'ai connu que ça. Alors, pour ceux qui n'auraient pas la notion de la distance, tu nous parlais de l'Ironman, qui est la distance Rennes. C'est pas la plus longue, hein, parce que maintenant, il y a du double Ironman, du DK Ironman. Il y a des gens qui enchaînent. Je crois que j'avais reçu sur le podcast Devenir Triathlète Pascal Piche, qui a fait, je crois, 140 Ironman d'affilée. Bref, c'est la distance Rennes, mais pas la plus longue, donc qui fait 3,8 km de natation, 3,8 km de natation, 180 de vélo, donc c'est presque une petite étape du Tour de France, et un marathon à la fin. Tu dis le marathon qu'on connaît tous, il y a quand même encore des gens qui me demandent un marathon de combien de kilomètres. Donc un marathon, c'est 42 kilomètres et 195 mètres, s'il vous plaît. Et tout ça, en plus, les meilleurs, comme toi, ils l'enchaînent en 8, un peu moins de 8 heures maintenant. Donc ça vous donne un peu une idée, hein. Il y en a, déjà sur marathon, ils mettent 5 heures. Donc ici, il resterait finalement que 3 heures pour les 180 de vélo et les 3,8 de course de natation. Donc évidemment, c'est pas les mêmes ordres d'idées pour vous, sportifs de niveau, mais c'était pour replacer un peu le cadre pour que les gens se rendent compte de l'effort que ça demande. Et tout ça, ça demande aussi beaucoup d'entraînement au quotidien. Forcément. Et ça fait partie, toi, de ton quotidien. En plus, tu nous as dit, tu as un travail à côté, à temps plein. Déjà, sur l'entraînement en lui-même, c'est quoi l'entraînement d'un triathlète qui s'aligne sur des Ironman? Alors, il y a forcément une base clé, c'est le volume. Parce que dans l'Ironman, comme tu disais, t'as des grosses distances. Après, oui, t'as les ultra distances où c'est différent, mais c'est vrai que moi, je reste sur la distance Ironman, c'est beaucoup de distance. Donc, en fait, déjà, il faut être capable de pouvoir faire ces distances-là rapidement, le plus rapidement possible que ce que tu peux faire au niveau physiquement, mentalement, et puis forcément avec les à côté que tu as. Et donc je fais forcément pas mal de sacrifices dans mon quotidien pour pouvoir faire du volume, où je tourne aux alentours de en moyenne 25 heures d'entraînement par semaine, où il y a des journées je vais tripler, même parfois quadrupler, parce que je rajoute aussi de la préparation physique générale qui est tout aussi importante, d'apporter ce côté-là. Et mais minimum, en tout cas, je fais 2 sports par jour. C'est le minimum, Alors 25 heures. En France, on est à 35 heures par semaine au niveau d'un vrai travail temps plein. Toi, tu fais un vrai travail de nuit en plus et 25 heures d'entraînement par semaine. Et ça, c'est que les heures effectives, parce qu'il faut compter le temps de partir de la maison pour aller jusqu'à la piscine, le temps d'aller de la piscine jusqu'au prochain spot d'entraînement ou rentrer à la maison, le temps d'aller sur la piste quand c'est une séance de piste, le vélo, il faut le sortir, il faut le ranger, il faut le nettoyer, etc. Donc les 25 heures que tu nous annonces, c'est du 25 heures effectif. Ça englobe pas toutes ces demi-heures, 1 heure en plus chaque jour à chaque entraînement. Ah non, ça c'est clair. Si après tu veux prendre l'effectif et forcément du sportif de manière même aussi générale, tu peux compter le sommeil, la sieste que je ne connais pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est la sieste, j'ai pas le temps. Mais voilà, c'est toutes ces genres de choses en fait quand on est sportif de haut niveau, et ça c'est pour tous les sports, que tous ceux que t'as interviewé, forcément on est sur 24/24 au final. Mais après oui, moi je dois caler ça forcément en fonction de tous ces à côté, ce côté organisationnel qui est le travail, et puis forcément comme tu dis aller à nager, revenir de nager, prendre le vélo, s'habiller, parce que là quand tu sors en cours tu mets 2 minutes pour y aller, mais là tu dois mettre ton long, ton tour de cou, tes gants, tout ça, puis tu reviens et ainsi de suite. Et non, c'est clair que tout est très 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 minuté quoi. Bon, tu nous dis que le sommeil, ok, mais la sieste tu connais pas. Là je suis pas content là, Yannick. Tu sais que pour la préparation de mon défi, j'ai échangé avec Lucille Maffre, qui était une invitée que j'avais eu aussi sur le podcast Devenir Triathlète, qui est
spécialiste en sommeil et elle m'a appris à faire des siestes. Mais faire une sieste, ça veut pas dire prendre une demi-heure ou une heure. Et tu pourrais, en témoignerait d'ailleurs Bertrand Soulier qui m'avait rejoint sur mon défi. Pendant ma traversée de la France, une sieste pour moi, c'était 5 minutes, montre en main, top chrono après le repas. Et je t'assure que ça requinque un homme, ça. Donc, faudra qu'on parle en off de cette histoire de sieste. Je suis sûr que tu as beaucoup à gagner. 5 minutes, tu les trouves quand même. Ah oui, les 5 minutes, je les trouverai, mais pour moi, c'est vrai qu'une sieste, de ce que tu vois, en tout cas, ce qui est partagé, on me dit toujours, c'est minimum 20 minutes, pas plus que, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 30-40 minutes avant de rentrer dans un sommeil profond, et là, du coup, tu seras un petit peu azimuté, tu vois. Mais bien sûr, moi avec plaisir, pour apprendre toujours des nouvelles choses et des moyens d'optimiser, on parlera de ça, ouais, avec plaisir. Ouais, non, ça, y a pas de souci, c'est assez simple, hein, les techniques qu'elle m'avait transmises, mais on en reparlera en off. Ok, donc pour toi, il y a l'entraînement et il y a le boulot, et on va revenir sur le pourquoi il y a le boulot. Avant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur toi. Tu nous as dit que tu as toujours fait du sport, parfois du sport collectif, parfois du sport individuel, du foot, du rugby, du badminton, tu m'as dit. Qu'est-ce qui a fait, et du cyclisme, qu'est-ce qui a fait que justement tu aies switché vers le triathlon ? Alors, en fait, c'était un pote à moi. C'est un pote à moi qui était aussi cycliste. On se connaissait bien et qui est passé sur le triathlon après. Et en fait, moi, si tu veux, pendant la période professionnelle, j'ai arrêté ma carrière, entre guillemets, en division nationale de cycliste, quand je suis rentré en école sous-off, gendarmerie. Parce qu'avant d'être policier, j'étais gendarme et après j'ai fait la passerelle. Et en fait, quand je y suis rentré, si tu veux, pour tout te dire, j'avais la possibilité de rentrer en équipe de France militaire. La personne qui gérait ça le proposait. Mais vu que je suis passé par la case concours et la case normale, entre guillemets, le chemin normal. Moi, quand j'ai demandé à mon commandant d'unité de l'époque de pouvoir m'intégrer et parfois me détacher, en fait, là-bas, lui a refusé. Et il m'a dit non, nous on a besoin des hommes sur le terrain. Le sport, voilà, c'est entre guillemets. J'ai envie de dire, on s'en fout, quoi. Et du coup, voilà, j'ai pas fait plus. Je me suis dit, ok, je mets ça de côté. Et là, en fait, j'ai arrêté le cyclisme. Je le gardais en off, mais j'ai arrêté vraiment le côté haut niveau dans le cyclisme que j'avais à l'époque, où je m'entraînais que pour ça. Le but, c'était les compétitions, tous les week-ends, etc., les courses à étapes. Et là, je me suis arrêté. Et là, je suis rentré dans le mood côté un peu militaire, tu vois. Et je voulais préparer les forces spéciales. Le GIGN, donc dans mon coin, là, j'étais jeune gendarme, élève gendarme, tac, je préparais traction, tout ce qui était les workouts, les WOD là en poids de corps avec du lesté, etc. Là, je commençais un petit peu à courir, voilà, parce qu'il fallait être capable de tout. Et après, je voulais du coup m'y présenter. Mais en fait, j'en avais pas suffisamment parlé autour de moi et je m'étais pas assez renseigné. Petite erreur de débutant. J'ai fait un post LinkedIn d'ailleurs récemment, il y a pas longtemps, je pense, tu l'as peut-être vu. Et en fait, c'est parce que je rentrais pas dans les clous au niveau médical, en fait. vu que je suis myope, je suis considéré comme Y4. Bon, s'il faut en dire plus, je le dirai plus, mais les réseaux diront les choses. Et en fait, du coup, mon dossier de base de départ n'était pas recevable. Alors que je m'entraînais, si tu veux, avec 2 potes de l'époque, 2 amis, qui sont à l'heure actuelle au GI, tu vois. Eux, ils sont passés, il n'y a pas eu de soucis, etc. On se préparait ensemble et eux, ils sont à l'heure actuelle au GIGN. Alors, je dis pas que j'aurais réussi, attention, mais physiquement, j'étais prêt. Ça, c'était une certitude. Après, mentalement et tenir le coup, c'est autre chose. Et après, du coup, donc j'ai eu ce gros coup sur la tête, vraiment un gros coup sur la tête. Ça m'a mis vraiment pas très bien pendant un moment, parce que après, on t'explique pour pouvoir le passer, il faut être Y2. Donc pour être Y2, c'est quoi ? Il faut attendre 1 an de stabilisation de ta vue. Il faut te faire opérer. Puis après 1 an encore d'autres stabilisations. Puis après, il faut passer en commission. Bon, autant dire que c'est la croix à la bannière, c'est la merde. Ouais, t'intègres le GIGN à 45 ans et c'est mort, quoi. Voilà, je crois que j'aurais été bloqué, tu vois. Mais bref, et du coup, après, c'est ouvert d'autres opportunités perso et moi, je partais beaucoup en déplacement, justement en mobile. C'est pour ça qu'aussi je pouvais pas faire des heures et des heures de sport aussi. Je partais
jusqu'à 8 mois sur 12. Donc t'es pas chez toi, tu fais beaucoup de poids de corps justement et de la course à pied au final parce que c'est le plus simple. C'est le plus simple quand t'es en déplacement. T'as pas toujours une salle de sport ou autre. Donc moi je me prenais des watts simples, pompe, fente, squat, tout ce genre de choses. Ça passait crème. Tu faisais ça pendant 1 heure. Tu faisais ça en circuit. Tu te mettais la misère et puis après ça allait bien. Tu prenais ta douche, tu commençais ton service ou sinon après t'allais au lit. Tu vois. Ça m'arrivait déjà de faire du sport à 23h. C'était la nuit. Le lendemain je devais me lever à 5h du mat. Mais je faisais ça 45 minutes, je me mettais la mine et après j'allais me doucher et hop, au lit direct. Et bref, et du coup, je suis un peu long, excuse-moi, mais après, si tu veux, ça m'a un petit peu manqué. Donc j'ai fait cette passerelle entre-temps aussi. Là, du coup, j'ai pu plus me poser. J'avais des horaires plus calmes, si tu veux, où en fait c'était toujours les mêmes. J'avais un roulement de 2 semaines, mais c'était toujours pareil. Voilà, 16h, 1h, 16h, 1h30, 16h, 1h30, tel jour. Au moins c'est réglé. Tu sais quand tu peux t'entraîner et combien de temps ou pas. Et du coup, là, je me disais, putain, le vélo, ça manque quand même, parce que ça reste quand même mon sport de base que j'adore, passionné de ça, mais j'avais quand même un petit peu de voir du changement, si tu veux. Et mon ami là dont je te parlais au tout début, qui était cycliste aussi avant, a fait en fait du triathlon. Tu peux balancer les noms. Hein. Non mais là maintenant il s'est mis au trail. Pierre-André Anizan, très très bon d'ailleurs, lui un gros talent et qui est médecin d'ailleurs. Et si tu veux, il faisait du triathlon et je me suis dit tiens, je vais tester. Et donc lui il était coaché par un coach perso et moi du coup je me rajoutais de temps en temps parce qu'on n'était pas loin quand on était sur Lyon tous les deux. Et en fait voilà, il me disait là je fais ça, bon vas-y je viens avec toi. Bon il me mettait la mine mais je faisais un peu ce que je pouvais et je trouvais ça cool. Et du coup j'ai fait mon premier tri ES et après voilà je suis tombé dedans et je t'avoue que j'ai plus envie de m'en retirer. Et après s'en est suivi les étapes que tu connais jusqu'à arriver à me dire bon, le court de distance c'est pas trop pour un mec comme moi parce que je suis arrivé je crois à j'ai pas envie de te dire de bêtises mais je crois que c'était 26 ou 27 ans. Donc la vitesse c'était pas trop mon truc. La natation encore pire. Parce que voilà, j'ai jamais vraiment trop nagé, donc après j'avais plus un physique qui retient bien la douleur et résistant à la fatigue. Donc en fait la distance qui me convient bien au final c'est l'Ironman. Donc après pour pouvoir performer, du coup aussi prendre de plaisir et tout un ensemble, je suis parti sur longue distance quoi. T'aurais pu aussi faire des choses mais sans la partie natation. D'ailleurs, si je ne m'abuse, ta première victoire en groupe d'âge, c'était à Vitoria-Gasteiz quand ils ont transformé l'Ironman en duathlon parce que il y avait trop de problèmes avec l'eau. Ouais, par mon pur bonheur, c'est ça. J'avoue que j'ai été content. C'est pas ce que j'ai demandé, mais c'est vrai que voilà, ça m'a profité. Où on est parti directement à vélo et vélo course à pied. Bah comme ça s'est passé là, tu vois, à Cozumel, ça peut arriver. Hein, c'est des choses que tu contrôles pas. Cozumel, là c'est la semaine dernière où régulièrement, tu sais, à Vichy, etc. Beaucoup ça a été vélo cap quoi. Mais c'est ça. C'est ça. Mais bon, le duathlon, je pense que je prendrais quand même des sacrés fessées parce que ça court quand même très très vite. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, ça court quand même aussi vite sur Ironman à ton niveau. Tu nous as pas parlé de ton palmarès, justement. Donc, j'ai dit que tu avais gagné à Vitoria-Gasteiz en 2020, si je ne m'abuse, en sortie de Covid. Ouais. Et puis après, qu'est-ce que tu fais dans le triathlon et en particulier dans l'Ironman? Bah du coup après là on s'est retrouvés 2022, tu vois, c'était une année on va dire dernière année où je savais que c'était la dernière année amateur parce que suite à cette victoire, je me suis qualifié au championnat du monde à Hawaï et je me dis j'axe toute ma saison sur ces championnats du monde pour pouvoir le mieux performer possible. Et après, je veux tester le côté catégorie pro, donc cette année-là qu'on connaît, qui est 2023. Mais donc en 2022, je me dis bon, c'est bien passé. En plus, je vais retourner à Vitoria, tu vois. Donc là, cette fois-ci, il y aura les pros. Voilà, j'ai axé ma saison dessus. J'ai fait DL. Je crois que j'ai fait Aix-en-Provence. Je crois que j'ai refait Vichy en 73, donc en Alpha Ironman. J'ai fait du coup Vitoria et après j'ai terminé par l'Ironman d'Hawaï et en fait
toutes les courses hormis Hawaï. J'ai remporté en amateur complet, tout âgé. Je me classais en fait avec les professionnels. Et par exemple à Vitoria, je fais 8e avec les pros. Et je crois que je fais, si je dis pas de bêtises, je fais 8h12, un truc comme ça, avec les professionnels. Donc là, il y avait la partie natation, vélo, course à pied, voilà. Et du coup, à Hawaï, quand j'y suis allé, donc je m'étais bien préparé et je fais 5e, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble bien, sinon à revérifier, mais 5e amateur de mon groupe d'âge et 6e total. Celui qui gagne d'ailleurs, c'est un Américain qui est en train de tout défoncer chez les pros là à l'heure actuelle. Lui, il est passé pro, contrairement à moi. Lui, là, il fait des podiums chez les pros. il est en 8h38, je crois, à Hawaï de mémoire, et moi je fais 8h45. Et il a passé un maxi, un très très beau palier. Et du coup, je fais avec les pros, je crois que je fais 44 ou 45e. De la course. Ça s'est pas très bien fini. Malheureusement, j'ai un peu subi la partie marathon, tu vois, pour le coup. Je fais 3h04 là-bas, mais j'ai chopé un point de côté sur les 10 derniers kilomètres. C'était horrible, l'enfer. Mais voilà, je suis quand même très content de ce que j'ai pu faire et j'ai donné le maximum et j'ai fait la course que je devais faire. Et vraiment content de pouvoir me dire que voilà, j'ai fini en tout cas 6e amateur du monde en 2022 et puis me classer quand même un peu avec les professionnels. Sacrée performance. Je me souviens de Vitoria où j'avais, je le disais, couru un petit peu avec toi parce que la particularité de la course à pied, c'est que c'est des boucles en fait. Je sais plus s'il y en avait 3 ou 4 et à chaque fois tu passais, j'essayais de t'encourager, courir un peu à côté de toi et à un moment je me souviens tu passes, tu fais j'ai mal au bide, j'en peux plus, mais bon t'étais juste en tête et en fait tu serrais les dents et tu y allais. Je sais pas si tu te souviens de ce passage là. Ouais si, mais c'est vrai qu'en plus moi déjà je pense que tu pourrais me reconnaître auprès de 1000 déjà de ma manière de courir. Le mec c'est un robot, tu sais, il court puis tu cours comme un cycliste quoi. T'es assis sur ta selle quand tu cours. Ouais, exactement. Le mec, tu dis, il a une chaise imaginaire, un robot en même temps. Tu vois, tu dis comment c'est possible. En plus, avec la fatigue et la difficulté, la tête en arrière, les yeux à moitié fermés. Heureusement, quand je pense à mettre mes lunettes, tu le vois pas ça. Mais il y a des moments j'ai les yeux à moitié fermés tellement je souffre. Mais ouais, non, c'est clair. Mais ça fait quand t'es sur le moment, tu dis punaise, faut que ça finisse. Et c'est top d'avoir des personnes qui nous encouragent, tu vois, comme toi, parce que même si on répond pas, parce qu'en vrai t'as plus la force. Au début t'es le premier 10 kills, t'es bien, tac, tu fais signe, tu fais des sourires, tu vois. Mais quand t'es au 30e et que t'es en train de subir tout ce que tu peux, tu t'entends, tu sais que les gens sont là, tu sais que ça te fait du bien, tu sais que voilà ça te rebooste, mais tu as envie de rallier l'arrivée et c'est quand tu rallies là tu fais waouh, trop bien quoi. Je suis content quoi. T'as raflé quasiment tout en groupe d'âge avant de passer pro. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, dans le triathlon, il y a 2 catégories. Il y a les catégories professionnelles où là, du professionnel qui a 18 ans jusqu'au professionnel qui a 70 ans, vous êtes tous ensemble, vous partez tous en même temps et vous êtes tous classés ensemble. Et puis il y a la catégorie dit amateur qu'on appelle plutôt groupe d'âge, c'est plus politiquement correct, mais surtout ça s'appelle groupe d'âge parce qu'il y a des groupes d'âge. Sur Ironman, c'est plus ou moins tous les 5 ans et donc en gros ceux qui ont entre 18 et 20 ans ils courent, tout le monde court ensemble, même si de plus en plus sur Ironman il y a des rolling starts, c'est-à-dire qu'on part par 2 ou 5 ou 10 et pas en mass start comme ça a été le cas pendant longtemps. Mais en gros, tous les groupes d'âge, tous les amateurs sont classés en même temps dans une grosse catégorie et il y a des sous-catégories par catégorie d'âge, donc 18-20, 20-24, 25-29, etc., etc. Et ça permet de départager un peu les gens qui sont censés être plus ou moins du même niveau par rapport à leur âge. Et puis ça permet aussi sur les courses à label, notamment Ironman, qui est un label privé, de distribuer des slots, des places, des droits à aller au championnat du monde à Hawaï, dont tu parlais. Alors maintenant, avec la particularité que c'est une fois à Hawaï, une fois à Nice, une année sur 2. Mais voilà, c'est un petit peu le fonctionnement. Et donc toi, tu gagnes plusieurs fois en groupe d'âge avant de devenir pro, avec ton sésame, ton slot
comme ça s'appelle. Tu vas à Hawaï et là, tu fais 6e des groupes d'âge, 5e dans ta catégorie d'âge. C'est une sacrée performance, ça, moi, Yannick. Ouais, non, mais c'est clair que je suis content de tout ça et tu le prépares, tu vois, tu sais que tu prépares tout ça pour le faire. Tu sais que c'est difficile parce qu'en plus Hawaï, qui est comme on dit le mythe, parce que c'est de là a été créée la distance Ironman avec les Navy Seals américains, où ils ont créé cette histoire-là. Tu sais que t'as ce mythe-là, et puis c'est vrai que quand t'es là-bas, pour ceux qui l'ont peut-être pas fait ou pas regardé, mais t'as quand même une ambiance, mais en fait elle est inégalable, si tu veux, cette ambiance. Alors elle va peut-être changer maintenant, tristement, à cause qu'ils ont séparé les hommes et les femmes, et ça je suis un peu triste pour ça. Je pense que voilà, ça faisait peut-être beaucoup de monde sur l'île, etc. Je connais pas tout ce qui est la politique derrière, mais au final, la dernière année que j'ai pu le faire, où en fait il y avait et les hommes et les femmes, mais c'était un truc de malade. Tu vis triathlon pendant une semaine, même parfois plus, parce qu'il y en a qui viennent plus longtemps. Pendant une semaine, tu vis triathlon, t'as toutes les grandes marques qui sont présentes sur place, tu croises les champions. C'est là où j'ai pu croiser Jan Frodeno, qui est le GOAT du triathlon, et prendre une photo avec lui. J'ai croisé forcément tous les Norvégiens qu'on connaît tous, le champion du monde à l'époque, Gustav Iden. J'ai pris une photo aussi avec lui. Voilà, j'ai pu faire aussi ma groupie, tu vois, si tu veux. C'était cool. Permets-moi, entre syndrome d'imposteur, de te mettre un petit coup derrière la tête. Tu fais partie des meilleurs, hein, Yannick. Donc tu faisais peut-être la groupie avec ceux qui sont encore plus forts que toi, ou du moins qui ont écrit l'histoire depuis plus longtemps que toi au niveau professionnel, mais tu fais partie des meilleurs, hein. Quand tu vas à Hawaï, quand tu vas au championnat du monde, que ce soit en pro ou en groupe d'âge, tu fais partie des meilleurs. Ah, c'est gentil, c'est gentil, mon pote, ça me fait plaisir de l'entendre. Et puis donc ça c'était 2022. 2023, cette année les championnats du monde, comme on l'a dit, une année sur deux, c'est entre Nice et Hawaï. Cette année les hommes, c'était à Nice. Tu y étais? Non, j'y étais pas. Alors stratégiquement, en fait j'ai pris la décision. Alors voilà, je mets encore un bémol sur le fait que est-ce que j'aurais eu la chance de m'y qualifier ou pas, parce que ça reste quand même vraiment une catégorie au-dessus. On tombe vraiment sur des personnes qui peuvent vivre de ça et qui vivent de ça et qui sont dans le game depuis un petit moment. Donc forcément, ils évoluent très bien, parce que ce sport, en tout cas, il faut être patient. C'est de la régularité tout au long des années. Et voilà, pas se blesser ou gérer à mieux les blessures, et voilà, c'est une progression sur plusieurs années. Donc forcément, je fais un peu cette analogie là. Dans mon cas, c'est un peu comme si je vais à la guerre avec des airsoft contre des kalachnikov, si tu veux, tu vois, avec le fait que je travaille à côté, que je peux pas m'entraîner autant, que je récupère moins, etc. Mais bon, peu importe. Du coup, j'ai décidé, si tu veux, de m'aligner sur des courses un peu hors label. J'ai juste fait 2 courses à label, qui est le label Challenge privé, donc le contre de Ironman, du label Ironman. Et après, j'ai fait des courses un peu à droite à gauche. J'ai fait le championnat d'Espagne longue distance, donc à Playa d'Aro. J'ai fait Peñíscola aussi, un 73 en début d'année, où il y a d'ailleurs Pierre Lecor, olympien pour 2024, qui gagne là-bas. Voilà, j'ai fait des courses dans ce sens-là. J'ai fait le Challenge Cannes-sur-Mer. J'ai fini par un label à Cascais, au Portugal. Donc si tu veux, j'ai décidé un peu d'axer sur des courses pour prendre de l'expérience, voir un peu ce que ça allait donner, mon niveau par rapport aux autres. J'ai fait aussi un triathlon français qui est vraiment sympa, qui est le longue distance de Royan, tu vois, aussi, tant que j'y pense. Et ça m'a permis, voilà, de voir un peu ce que ça allait donner par rapport aux autres et où me placer, de prendre aussi des points par rapport, tu sais, à PTO, que pour pouvoir vraiment me classer de manière cette fois-ci officielle au niveau mondial. Et maintenant, comme ça, je peux voir ce que j'ai à évoluer pour cet hiver, d'une part, et puis pour pouvoir m'axer sur les différentes courses pour l'année prochaine. Et là, pour le coup, pour 2024, je vais axer sur un peu plus de labels pour essayer de gagner plus de points. Et puis j'ai fait Ambraman aussi, punaise, je l'oublie, mais c'est quand même un sacré mythe. Je me suis axé sur Ambraman, qui est quand même une distance, un triathlon mythique en France, et surtout qui me correspondait pas par rapport à son profil de parcours. Mais je me suis dit, je vais le faire pour mon coach, parce que mon coach il aime beaucoup ce lieu là-bas. C'est un lieu en fait qui lui tient beaucoup à cœur. Moi aussi, je voulais faire ce mythe un jour, tôt ou tard.
Bon, c'est venu plus tôt que tard. Et puis après, mon club aussi était un peu attaché à là-bas, donc j'ai pu le faire et j'ai pu aussi me régaler. Tu vois. Alors pour beaucoup de choses que tu as abordées. Je renvoie pour le coup les auditrices et les auditeurs sur le podcast Devenir Triathlète. Tu parles de PTO, tu parles de licence pro, tu parles de label, tu parles d'emprunt, tu parles de tout ça. C'est vrai que là aujourd'hui, on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur ce que tu abordais tout à l'heure. C'est comme si tu allais à la guerre avec des airsoft. Donc airsoft, c'est les pistolets à billes, et pas avec une Kalachnikov comme pourraient avoir tes adversaires en face. Parce que toi, en plus de tes entraînements, en plus de ton métier de sportif professionnel, tu as un vrai métier, je mets bien des guillemets, un vrai métier. Tu fais, alors c'est pas un 9 to 5, mais presque. Tu travailles 40 heures par semaine, tu es policier, tu nous l'as dit en introduction. Pourquoi ce choix ? Pourquoi continuer à travailler alors que tu es un sportif professionnel ? Alors déjà de base, quand j'ai voulu forcément rentrer dans ce métier-là, c'était par vocation forcément. J'ai fait ce métier-là par vocation, mais pour venir à ta question et pas trop être long, ce pourquoi je suis encore entre guillemets obligé d'y travailler, parce que c'est vrai que l'idée ça aurait été de pouvoir me mettre un peu en dispo ou adapter un peu le travail, mais c'est vrai qu'on est quand même déjà d'une part en sous-effectif à l'heure actuelle, donc moi ça a été refusé par ma hiérarchie de pouvoir me mettre par exemple ne serait-ce qu'à 75%, ça a été refusé, et si je veux pouvoir me mettre en disponibilité, c'est-à-dire que je garde mon poste mais pendant le temps de ma carrière je n'ai plus besoin de travailler et je suis plus payé par mon employeur, il faut que je puisse gagner suffisamment d'argent via les sponsors et ceux qui veulent m'accompagner dans ce projet-là, tu vois. Et c'est un combat au quotidien que je mène, où j'essaye forcément de trouver des fonds, que ça soit sur les réseaux. J'essaie d'utiliser les réseaux forcément à bon escient, aussi de pouvoir partager une bonne image et une image de personnes dynamiques, et un projet surtout qui est vendeur, un projet humain, un projet aussi combattant, tu vois, tout ce genre de choses pour pouvoir que les entreprises ou les personnes, les investisseurs puissent s'y retrouver, puissent se dire ok, on veut accompagner ce mec-là parce que c'est un bon gars, parce qu'il reflète des belles valeurs, parce que il est dynamique, parce qu'il peut nous apporter quelque chose à l'entreprise, parce que forcément il faut un gagnant-gagnant, et c'est bien de donner, mais moi derrière je sais que je veux donner aussi en retour. Je suis quelqu'un qui est très reconnaissant, si tu veux. Quand je sais qu'on me donne la main, et en plus que c'est un investissement, c'est-à-dire que en fait tu penses et tu sais que tu te dis je donne mais je sais même pas ce que je vais avoir en retour, je me dis ouais, le mec en fait il me considère, et là forcément je vais être très dispo pour lui, je vais écrire régulièrement à la personne, je vais lui envoyer sac, t-shirt, ce genre de choses. Je vais essayer d'aller le voir selon où il habite une fois par an minimum, etc., mettre des choses en place. Et puis forcément il y en a qui préfèrent de la com, donc ça peut être fait. Il y en a ils préfèrent du relationnel vraiment face à face, il y en a qui préfèrent des interventions, etc., donc tout peut se faire. C'est ça qui est bien, c'est que quand on est en face à face, tu peux tout adapter. Et sur la partie reconnaissance, j'en témoigne, on avait enregistré un premier épisode il y a 3 ans, et on continue à garder le contact, et on s'envoie des petits messages de temps en temps, et c'est assez rare d'avoir ce lien qu'on peut avoir tous les deux, même si on s'est encore jamais rencontrés, mais j'en démords pas. Parce que on se rencontrera. On se rencontrera, parce que c'est vrai qu'on s'est vu à Vitoria, mais toi tu courais, donc c'est pas vraiment ce que j'appelle se rencontrer. Je faisais la groupie au bord du parcours, et toi t'essayais d'arriver jusqu'au bout. Ouais, donc clairement tu gardes ton emploi de policier parce que t'as pas les moyens de vivre de ton sport. Alors je sais qu'en triathlon il y a parfois des primes de course, t'as parlé aussi du PTO tout à l'heure, on va pas s'étendre là-dessus. Avec toutes les courses que t'as gagnées quand t'étais encore en groupe d'âge avant de prendre une licence pro, tu t'es pas fait un pactole, t'es pas parti au soleil ? Eh ben malheureusement non, parce que dans le milieu du triathlon longue distance, ils donnent des primes de course que aux catégories professionnelles. Tu vois, pour l'exemple le plus concret, quand j'ai fait 8e à Vitoria en 2022, souvent la prize money c'est pour les 8 premiers. Tu te dis je vais peut-être recevoir quelque chose, mais non. En fait après dans le classement pro, il t'enlève parce que toi tu t'es mis comme amateur, même si t'as battu les autres avant, et le 9e passe 8e, et lui recevra la prime du 8e.
Donc en fait, en amateur, si tu veux, tu gagnes rien. C'est juste des primes que tu reçois quand tu es professionnel, si tu fais dans le top 8. Souvent, c'est le top 8. Bon, alors maintenant que tu es professionnel, est-ce que tu as déjà fait des top 8 et est-ce que tu as déjà touché les prize money? Alors, j'ai touché sur le début d'année sur certaines courses qui sont hors label, parce que parfois tu as des courses hors label qui donnent quand même des petites prize money. Alors elles sont pas comment dire, sur le label Ironman, si tu veux, c'est plus ou moins pas les mêmes, mais elles sont déjà annoncées. Et là, par exemple, au championnat d'Espagne, je fais 2e. Je pourrais dire, punaise, le mec c'est un Français, en fait on s'en fout, on le rentre pas dans la course, mais heureusement ça a pas été le cas, donc là j'ai touché quand même quelque chose. J'ai fait aussi après, en fait j'ai fait 2 top 10. Le souci c'est qu'aussi j'ai fait les places un peu bâtarde, excuse-moi du terme, mais je fais 2 fois 9e et du coup je suis à une place de la prize money. Donc c'est vrai que cette année, entre guillemets, elle m'a pas beaucoup souri à ce niveau-là, parce que j'ai gagné qu'une prize money sur les 6 courses ou 6 ou 7 que je me suis aligné, parce qu'après en fait je l'ai touché de peu et j'ai fait 2 11e places, 2 9e places et j'ai fait ce podium là, tu vois. Et après j'ai eu là, voilà, Cascais, malheureusement, je suis tombé malade, donc j'ai fini la course, mais j'ai fini loin parce que j'étais malade. Et faisons sauter les doutes, hein, chères auditrices, chers auditeurs, allez pas croire que quand on fait premier, même sur un Ironman, ça paye une saison. Non. Sauf si on gagne à Hawaï, éventuellement, ça peut aider. Si on gagne et si on fait un record de l'épreuve, ça peut aider. Mais sinon, en moyenne générale, hors Hawaï, une prime de course sur le label Ironman, ça tourne autour de combien? Bah ouais, comme tu l'as dit, tu gagnes pas, ça tourne. En fait, une course, selon comment elle est placée, si tu veux, comment elle est vue par le calendrier Ironman, ça peut être un championnat sud-américain, championnat africain, etc. Là, tu vas avoir un petit pactole où ça va être, par exemple, $100,000 pour les hommes et les femmes, donc divisé en 2. Donc 50,000 pour les 8 premiers hommes et 50,000 pour les 8 premières femmes. Et certaines courses, même labellisées et tout ça, ça va être que 25,000 pour hommes et femmes. Donc là aussi, tu vas vachement descendre selon aussi, comme je t'ai dit, la densité, si tu veux, un peu le degré de niveau de la course. Tu vas avoir un peu ces différents degrés-là. Hawaï, par exemple, c'est 75,000. La gagne, là par contre. Non, 75,000, si, il me semble bien que c'est 75,000 la gagne. Donc là, oui, là tu pourras payer ta saison de l'année prochaine sans souci. Et après, surtout avec tous les sponsors qui vont en découler. Mais voilà, hormis Hawaï, forcément, tu vas pouvoir, par exemple, l'exemple concret, j'avais regardé, si je faisais 8e à Vitoria en tant que pro, je gagnais 1 500 €. Et après, il faut aussi pas oublier qu'il faut enlever les taxes que nous prend la France. Et les taxes, c'est, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 29%. Par exemple, quand j'ai touché ma prime à Playa d'Aro, ils m'ont retiré 29% que ce que je devais toucher. Donc forcément, l'argent en main, ça baisse vite. Donc après aussi, pas des techniques, mais t'as des endroits où t'as pas ça. Par exemple, Dubaï, je crois de mémoire que tu touches complètement. Mais ça, c'est des on-dit, je suis pas sûr à 100%. Mais certains endroits, tu peux toucher ce qui est marqué. Mais en tout cas, dans l'Europe, tu toucheras pas ce qui est marqué. Parce que tu vas dépendre de la loi après, des lois et on va te retirer une taxe dessus. Et qui s'appelle la taxe, tu pourrais la retrouver si tu veux, mais c'est la taxe du sortir un peu des jeux. Tu rentres dans la même taxe que les taxes du poker et tout. Bah oui, normal, parce que vous jouez votre vie, donc c'est pour ça. Non, je te jure, je peux te retrouver l'article, tu vois, si tu veux. Mais c'est quand j'avais reçu ce mail-là, qui disait, voilà, vous allez toucher du coup tant, parce que suite à l'article tel des jeux et je sais plus comment ça s'appelle, voilà, c'est tant de pourcents de taxes. Et là, tu dis, ah ouais. Okay. Et ça, c'est une taxe, c'est vraiment une taxe, ça contribue pas à tes charges sociales, à ta retraite, oui, donc les charges sociales, la sécurité sociale et autres. Non, là, c'est vraiment juste une taxe. L'État français a décidé que si un Français allait gagner à l'étranger, même si un Français gagne en France, on prend 29% de taxe. Ouais, voilà, exactement.
En fait, ça t'aide pas, comme tu dis, sur le côté social ou autre. Parce que, imagine demain, tu vas pour calculer ta retraite. J'ai gagné tant, voilà, j'aimerais bien le faire marcher. Ils vont te regarder, ils vont te dire, ouais, mais non. Par contre, si ces taxes-là, je sais pas si c'est bien que je le dise, mais voilà, si c'est taxe, donc en gros t'es taxé, mais si ce que tu reçois suite à la taxe, tu le déclares en tant qu'auto-entrepreneur, là tu vas être retaxé dessus. Donc en gros tu peux être taxé doublement et là ça sera compté sur ta retraite. Tu vois, par exemple, toi t'es auto-entrepreneur. Tu te gagnes 10 000 euros, on te retire 30%, tu vas gagner 7 000, tu vas enlever, je crois que c'est 21%, je crois, la taxe auto-entrepreneur, tu vas à 7 000, t'enlèves tes 21%, et là, c'est ce que tu touches, et t'auras mis un petit peu pour ta retraite. Ouais. Mais par contre, pour ta saison, c'est pas grand chose, hein. Ouais, et d'ailleurs, c'est un sujet aussi qu'on a abordé parfois, notamment avec Cédric Florton, qui est aussi une légende du triathlon, qui lui faisait... J'adore ce mec, je le connais bien. Ouais. Ouais, il est génial. Et lui faisait du tri à la grande époque du triathlon, donc avant, le début des années 2000, 2010 et autres. Et en fait, en France, avant 2012, les sportifs de haut niveau ne marquaient pas de points pour leur retraite. Donc les sportifs de haut niveau qui finalement n'étaient pas salariés par ailleurs, comme ça a pu être le cas, et comme ça peut toujours être le cas dans certaines grandes sociétés, dans certaines sociétés publiques, SNCF, EDF et autres, où là, ce sont des employés qui sont certes libérés d'un point de vue obligation professionnelle, mais par contre qui font partie du payroll, donc de la liste des employés d'une société. Eux, quand ils touchent leur salaire, ils payent leur charge sociale, et ça va sur la retraite. Mais si avant 2012, ces gens n'étaient pas salariés par des entreprises partenaires, elles marquaient pas de points pour la retraite. Et on se retrouve avec des sportifs de niveau qui offraient entre guillemets 10, 15, 20 ans de leur vie pour défendre les couleurs du drapeau, qui se retrouvent avec rien à la retraite. Donc déjà, des gens qui galèrent toute leur vie en tant que sportifs pour financer leur carrière, et qui en plus, une fois qu'ils ont fini leur carrière, ne touchent pas de retraite. C'est beau quand même. Ouais, c'est ce que tu dis. Tu vois, Cédric Florton, je l'ai côtoyé quand j'étais à Lyon, avant de la descendre dans le sud de la France, que je connais très bien, hein. Je veux dire, c'est vraiment un bon pote à moi, et j'ai beaucoup de respect pour sa carrière et tout ce qu'il a fait. Donc s'il nous entend, je te fais des gros bisous, Cédric. Mais ouais, tu vois, je veux dire, on le voyait à la NAT, lui il bossait avant, il retournait bosser après, et pourtant ce qu'il a fait pour la France, c'est ouf quand même. Tu vois, je veux dire, moi, ce qu'il a fait au niveau sportivement parlant, et ce qu'il arrive encore à faire à son âge, le mec, il a quand même des capacités de fou, puis il continue de s'entraîner, etc. Et il bosse comme toi, comme moi, comme tout le monde. Et voilà, c'est la problématique que tu as dit, tu vois. Ouais, Cédric Florton, c'est quand même le mec qui a démocratisé le swimrun en France, grâce entre autres à son passage dans Intérieur Sport sur Canal+. Et il est peut-être pas étranger au fait que la France soit le seul pays au monde pour lequel le swimrun a une fédération délégataire, qui en l'occurrence est la Fédération française de triathlon. Mais bon, on arrête sur Cédric, on lui enverra l'épisode s'il n'écoute pas. Cédric, on t'embrasse. Pour revenir à toi, oui, effectivement, les primes de course, ça paye pas une saison. Alors même si tu gagnes Hawaï, et il me semblait que la prime était plus élevée, mais admettons 75 000, admettons qu'il n'y ait pas de taxe sur les 75 000 que tu prends, et ça n'empêche qu'une saison de triathlon, ça coûte combien pour toi, un néo-triathlète professionnel, une saison de triathlon entre le matos, l'alimentation, le vélo, les déplacements, si tu es qualifié pour les championnats du monde et qui sont à Hawaï, le billet d'avion, etc., etc. Une saison, en gros, ça coûte combien pour un Yannick ? Alors moi, j'avais fait justement ce calcul-là, et quand j'échange avec les entreprises, ou quand je fais mes mails, j'envoie mes mails un peu à certaines personnes pour me présenter, et forcément il faut en parler. J'avais fait un calcul, mais vraiment franchement j'étais resté sur le plus bas possible, hein. Là, le calcul que je vais vous donner, ça va être vraiment le plus bas possible. Justement, je retire le vélo en disant que tu l'as déjà acheté, que tu le changes pas chaque année, parce que sinon tu peux rajouter 10 000 balles. Moi j'avais compté 50 000 à l'année, donc forcément tu prends ton salaire que tu as à l'heure actuelle. Moi j'ai pas de tabou pour l'argent, je gagne 2 000 euros en tant que fonctionnaire de police, travaillant de nuit, donc tu fais déjà tes 2 000 x 12. Ensuite après t'enlèves forcément ce que tu vas payer en termes de DF, nourriture, enfin bref, ton quotidien.
Donc ça monte. Puis après, forcément, tes déplacements de course, les hôtels. Si tu veux être à peu près bien, être sur place de la course, qui t'évite de louer une voiture, qui t'évite des déplacements de taxi ou autre, ben l'hôtel coûte forcément plus cher. Plus après, pour y aller, ça peut être en avion, ça peut être en train, ça peut être en voiture. Par exemple, quand je suis descendu au Portugal, avec un très bon ami à moi, on a fait un road trip. On a décidé, on voulait pas prendre l'avion, on a décidé d'y descendre en voiture. Donc on a fait sud de la France, Portugal. On a fait ça donc pareil, je l'avais partagé sur LinkedIn et les réseaux. On est descendu sur Burgos, on a fait les premières 6 heures, puis après on est resté 2 jours là-bas, puis on est descendu sur Porto, on est resté 1 jour et demi, puis après on est descendu sur Cascais. Et après il a fallu remonter, et là on est sur du 15 heures de route, 15 heures de route aller, 15 heures de route retour, si tu fais un total complet, tu vois. Donc forcément c'est du temps, de l'argent, l'essence c'est plus donné. Bah ça n'a jamais été donné, mais c'est beaucoup plus cher, tout a augmenté. Donc tous ces à côté, si tu veux, après calcul qui peuvent être très bien démontrés, je peux le montrer, c'est plus les à côté médicaux, tu vois aussi. Ça forcément on en parle pas, j'y pense là en même temps que je te parle. Voilà, ces accompagnements à côté, la préparation physique, ton coach, etc. Bah tout ça, ça a un coût. Et moi je pense que pour pouvoir vivre de ce sport, en tout cas en restant vraiment tu vois, je cherche pas à vivre dans un palace, je cherche pas à pouvoir manger du bio tout le temps parce que ça coûte forcément plus cher, mais tu manges au moins de la base, tu vois. Je cherche pas à être dans des hôtels de luxe tout le temps, à me déplacer j'allais dire en van, tu vois, plutôt en van ou autre. C'est juste pouvoir vivre ma vie, tu vois, vivre ma vie de passionné et que je puisse le faire et je puisse partager tout ça. Et pour moi, je trouve que 50 000 euros, avec tous les sponsors qui s'assemblent ensemble, ça peut être largement faisable. Le tout, c'est de trouver forcément que tu puisses leur apporter quelque chose. Ça reste toujours ça le truc, et que leur politique d'entreprise, forcément, elle aille sur un sport, malheureusement aussi, on va pas se mentir, qui est considéré comme individuel. Mais moi, je trouve que ce sport-là, t'es individuel dans l'effort, mais en fait c'est quand même toute une équipe. Tu crées une équipe autour de toi, et tout ce que je fais, moi c'est grâce à une équipe. Je me dis pas quand je fais une place ou quoi, moi tout ce que je fais derrière, c'est je vais remercier avec les larmes aux yeux les gens qui sont autour de moi. C'est la première chose à laquelle je pense une fois que j'ai passé la ligne et que ça m'a fait mes émotions. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont m'accompagner, qui vont payer de leur poche pour pouvoir parfois me voir, que ce soit mes parents, ma compagne, ou parfois certains sponsors qui sont déjà venus à se déplacer pour pouvoir vivre un peu ça de l'intérieur, ou d'autres qui ont donné. Je me dis, en fait, c'est grâce à vous, parce que si vous étiez pas là, j'aurais pas été dans les mêmes conditions. Tout simplement, tu vois. Alors attends, parce que tu nous dis, une saison, en gros, pour être bien, ça coûte 50 000 euros. Malgré tout, toi, tu gagnes 24 000 euros par an. Et pourquoi, en fait ? Pourquoi tu continues, Yannick ? Parce que voilà, c'est la passion, le sport, en fait, toutes les valeurs qui sont autour. Tu vois, dans la société, en plus, à l'heure actuelle qu'on vit, les choses qui fédèrent le plus, je le vois, et c'est vraiment bien quand tu parles du sport. En fait, t'es bien. T'as pas de... Voilà, chacun amène un peu parfois certaines expertises où on peut échanger sur tout, tu vois. Il y en a, ils vont dire, voilà, toi tu disais qu'une sieste, ça peut durer 5 minutes, tu vois, je suis curieux de savoir. Il y en a, ils vont dire, non, il faut faire une sieste de 40 minutes. Tu vas avoir ces petits, pas accros, mais voilà, ces petits échanges-là. Mais en fait, on fédère tous sur un même point, c'est que ça nous fait du bien, c'est bon pour la santé, ça nous apporte du bonheur, t'as du partage. En fait, ça te permet même un peu d'oublier aussi ton quotidien, d'un quotidien qui peut être dur justement dans ton travail, et même dans ton quotidien dur, ça t'aide à le passer. Moi, je pense que ça m'aide beaucoup mieux. Ça a amélioré mon quotidien de pouvoir faire aussi tout ça. Bon, je le fais en mode vraiment poussé fort parce que 25 heures au final c'est tellement minuté qu'à des moments j'ai plus de temps pour moi, mais ne serait-ce que d'en faire un petit peu, en fait pour moi c'est que du positif, et ça me donne envie de pouvoir aller là-dedans pour donner du positif aux gens, partager du positif, et tout ce qui entoure, quoi. En fait, c'est vraiment ça qui me
qui me donne envie et qui me donne envie de me lever le matin et c'est pourquoi je me mets autant la mine à l'entraînement, tu vois. Bon, on l'aura compris, hein, tu l'auras compris, je te taquinais un petit peu là-dessus, mais on comprend bien pourquoi est-ce que tu continues à représenter la France aussi, parce que même si le triathlon longue distance et en particulier l'Ironman n'est pas une distance olympique, et ben ça n'empêche que quand tu vas sur une course, déjà on t'appelle pas par ton prénom, on t'appelle par ton nom de famille, et puis en plus on met en avant le pays d'où tu viens, donc finalement toi quand tu te déplaces, tu représentes la France, et merci pour ça. Donc maintenant ça me fait plaisir, c'est le but, ça moi ça fait partie de mon ADN, c'est mon identité, moi je suis patriote, tu vois, donc c'est clair que je suis content, et le jour, c'est un jour je peux avoir une tenue de l'équipe de France, mais vraiment faire quelque chose pour l'équipe de France, mais je serais le plus fier du monde, tu vois, le plus fier du monde. Mais dans tous les cas, même oui, sur des labels privés, où généralement, comme tu dis, on ressort le drapeau, moi je suis content d'être là en tant que athlète français, tu vois, même s'il n'y a pas le côté équipe de France, c'est clair. Ça viendra. Comment est-ce que tu finances ta carrière à l'heure actuelle, en dehors de ton emploi? Comment est-ce que justement tu peux t'acheter un nouveau vélo, tu peux te nourrir, tu peux payer un coach, tu peux payer un kiné, tu peux payer un entraîneur, tu peux payer tes déplacements, tu peux payer ton hôtel? Alors, il y a les sponsors qui m'accompagnent à l'heure actuelle, donc je remercie de tout cœur. Maintenant, en plus, ça va bien faire pour la plupart un minimum 2 ans qui m'accompagnent. Donc, c'est des personnes qui me donnent sur l'année pour pouvoir après faire tout ce que je fais, donc soit me déplacer ou autre. Après, vas-y, balance les noms. Par exemple, t'as l'entreprise Formarail qui est une entreprise dans le ferroviaire. Donc, t'as Porsche Montpellier, t'as l'entreprise Edbat avec Nicolas de Hexacoffre qui lui est dans le côté la sécurité privée, qui fait des coffres et autres, donc qui est beaucoup avec les forces de l'ordre, qui accompagne aussi Benoît Saint-Denis et compagnie. Là, j'ai des nouveaux partenaires normalement qui devraient aussi arriver. Voilà, Maxime, Johan, toutes ces personnes-là, je les remercie. Et sans eux, ce serait pas possible. Et puis, ils font partie, si tu veux, de cet écosystème que j'ai réussi à créer, sain, tu vois, où on veut tous s'entraider, on veut tous aller de l'avant, tu vois. Et ça va le faire. J'ai mon ami aussi, j'ai un ami Richard qui fait du triathlon, qui a une entreprise aussi qui m'a donné. Donc merci à lui. J'ai aussi Thierry Barre qui est dans l'entreprise de récupération pour Ortonov, qui m'a aussi beaucoup aidé. J'ai un autre ami qui s'appelle Sébastien, que je remercie beaucoup, qui est coaché par le même coach. Enfin bref, tout le monde a mis un petit peu sa pierre à l'édifice, si tu veux. Voilà, l'entreprise Schmitt aussi dans la cuisine. Merci à Benjamin, merci à Amélie, Artea. Enfin bref, voilà, tu vois, j'en ai des noms. Tout le monde m'aide. Ils sont au top, et j'espère que ça pourra le faire. Et puis sans compter après les équipementiers, parce que forcément là je te parle vraiment d'argent pur. Mais t'as le côté équipementier où voilà, 6D Sport Nutrition, je suis avec eux depuis 4 ans. Aquaman, ça va faire je pense du coup la 3 ou 4e année. Schwalbe, 3 ou 4e année. Voilà, j'ai la chance en fait de me créer, si tu veux, un écosystème, et surtout fidèle. Derrière, moi, je suis fidèle à eux, ils sont fidèles à moi, et c'est sain, et c'est top. On discute. Si par exemple ils veulent que je fasse quelque chose pour pouvoir les aider, justement, moi c'est avec plaisir. Faut juste m'expliquer comment, parce que voilà, les réseaux c'est quand même aussi un métier, mais il faut m'expliquer comment le tourner, et moi je le fais toujours avec grand plaisir. Et puis moi pareil, si j'ai besoin, je leur demande, et puis ils sont toujours là pour essayer d'aider, tu vois. Et en plus de tout ça, t'arrives à avoir une certaine présence sur les réseaux. Est-ce que c'est cette présence que tu as développée qui t'a permis d'aller décrocher tous ces partenaires, ou est-ce que c'était aussi un plus? Non, c'est un plus. Tu vois, t'as reçu Maya, du coup, que je connais très bien, que tu vois, grâce à Lactique, donc on va les mettre aussi en avant. Eux, c'est une entreprise qui, franchement, ils gagnent rien depuis qu'ils ont créé ça. Tu vois, c'est une entreprise qui veulent justement mettre en relation donc des entreprises et les sportifs de haut niveau. Ils se disent voilà, on a moyen de faire quelque chose sur les réseaux. Justement, les sportifs de haut niveau ont le droit à la parole et peuvent partager des choses intéressantes qui peuvent s'apparenter au monde du travail. Et moi, c'est vrai que depuis que j'ai réfléchi de cette manière-là, il y a beaucoup d'analogies dans
dans le sport de haut niveau et dans le milieu du travail qui se font. En fait, c'est quasi tout le temps. Et il y a des analogies pour tout. Et eux, ils nous ont appris, si tu veux, à le mettre en forme, à écrire, un peu à le storytelliser, si tu veux. Alors voilà, Maya par exemple s'en sort très très bien. Elle m'inspire aussi beaucoup. Moi, il y a des fois, voilà, c'est peut-être sa touche féminine qui fait qu'elle arrive à bien sortir les trucs. Moi, j'ai encore un petit peu de mal. J'essaye, tu vois, de bien tourner mes sports, mes posts, que ça soit que vous pouvez ressentir en fait ce que j'ai envie de dire, tu vois, si tu veux. Et du coup, grâce à eux, qui nous ont formés, qui nous ont expliqué, c'est grâce à eux que j'ai rencontré l'entreprise Orthonov, tu vois, par exemple. Mais voilà, on va voir si ça va pouvoir évoluer, mais ça m'aide en tout cas à être présent sur ce réseau social-là, notamment LinkedIn, et ça va peut-être m'aider à pouvoir en trouver d'autres au fur et à mesure. Le but, c'est d'être régulièrement présent, de pouvoir, en fait, on se met un petit peu aussi on parle de nos expériences, mais on se met aussi un petit peu à nu, tu vois. Moi, c'était rare que je parlais de mon boulot. C'était rare que je parlais de mon boulot parce que, voilà, j'avais peur un peu de... Tu sais, ça clive. Mon boulot, il est clivant, tu vois, dans la manière de penser. Et j'avais peur d'en parler. Je crois que je m'en souviens dans le premier épisode qu'on a fait. Je sais même pas si j'en avais parlé entre nous. Je crois que j'avais parlé que j'étais fonctionnaire public, tu vois. Et je me suis dit qu'en fait, mais pourquoi avoir peur ou honte d'un métier en fait qui est tout aussi honorable, tu vois. Et que je le fais justement pour des bonnes choses. Et voilà, tu vois, tu te mets un peu à nu. Et j'ai vu que d'en parler, au final, en fait, c'est plutôt positif. Donc je vais plus aussi axer sur le côté perso pour que les gens puissent se rendre compte de la côté du derrière, dans les vestiaires, quoi. En fait. Oh, ça c'est bien, ça c'est joliment placé, ça. Merci Yannick. De rien. Ouais, et d'ailleurs chez Lactique et aussi chez Aubaine, j'ai pas eu que Maya et toi. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu chez Aubaine. D'ailleurs, on pourra parler de Aubaine, de Paul et Clément. Merci à eux qui eux ont mis en place une plateforme de donation participative. Je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, mais eux ils donnent et nous en échange en fait on fait du contenu vraiment particulier, spécifique, et surtout on va vraiment dans le fond du triathlon. Ceux qui veulent me suivre et qui m'aident, moi je leur fais 3 vidéos par exemple par mois, et après je réponds et je fais gagner des choses, on fait gagner des concours, on essaie de mettre des choses en place parce que forcément quelqu'un qui va te donner 5 euros par mois, et il faut qu'il y ait quelque chose derrière. C'est un soutien, c'est cool, mais moi j'ai envie de leur partager ma passion, tous les tips, mais le maximum, en disant tout, il y a rien qui est gardé. Parce que justement pour moi, c'est la moindre des choses, tu vois. Bon, voilà, vous l'aurez compris, hein, si vous voulez vous aussi soutenir Yannick, direction aubaine.fr. Vous pouvez aussi suivre tous ses posts sur les réseaux et puis les liker. Ceux-là, ils viennent de la formation qu'il a reçue chez Lactique. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi cet épisode de podcast. Yannick, on fait super long. Je m'étais dit qu'on ferait qu'une demi-heure, mais finalement, c'est pas grave. Je suis désolé. Pour autant que notre audience apprécie, et je suis sûr que ce sera le cas, on va doucement clôturer. Il y a une question que je pose de plus en plus à mes invités sur ce podcast, c'est que je leur demande de se projeter. Si tu retrouvais le petit Yannick quand tu as commencé le vélo, pas le triathlon, parce que le triathlon ça fait pas si longtemps que ça pour toi, mais quand tu as commencé le vélo, qu'est-ce que tu crois que lui te dirait? Qu'est-ce qu'il dirait de toi? Qu'est-ce qu'il penserait de toi en te voyant le Yannick maintenant de 31 ans? Je pense qu'il serait quand même fier de l'évolution que j'ai pris. Forcément, l'expérience que j'ai eue, que ça soit dans mon métier. Ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est suite à mes parents, mon éducation, et forcément le sport aussi. Le sport à haut niveau t'éduque. Les gens que tu rencontres, tout ça. Et je pense que voilà, moi je suis fier de ce que je suis devenu. J'ai vu comment j'ai évolué. J'oublie pas d'où je viens. Et je pense que c'est ce qu'il dirait. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et en tout cas, je vais tout faire pour continuer dans ce sens-là. Tu vois. Bon, tu sais que quand j'ai commencé le triathlon en 1996, et oui, ça nous rajeunit pas. Enfin, en tout cas moi, toi, t'étais même pas encore né. 92. Oh. Ouais, bon, ouais, ok. 80. Quand j'ai commencé
commencé en 96, donc tu avais 4 ans, tu commençais à peine à marcher. Voilà. On disait à l'époque que l'Ironman, donc le triathlon de distance Ironman, c'était un sport de sportifs matures et qu'on commençait à éclore vers 35-40 ans. Donc tu as encore quelques années devant toi. Ouais, voilà, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis que j'ai pas encore tout donné, il y a encore du potentiel. Moi, je pense que je suis encore à 60% de ce que je peux faire parce qu'on peut encore plus s'entraîner, on peut optimiser la récup, etc. Donc, il y a toujours à améliorer. Plus, comme je te dis, c'est un sport, comme tu dis, mature, mais de régularité et il faut faire ça tout au long de l'année. Donc, chaque année, t'évolues, tu passes des caps, tu le vois. Si, de toute façon, maintenant, on a beaucoup de data. Moi, je vois que je m'améliore chaque année et je pense qu'on peut encore faire mieux. Et c'est ce que je vais m'atteler à faire. Eh ben écoute Yannick, merci beaucoup pour ce partage, cet échange, pour toutes les informations que tu as délivrées. On te souhaite bonne continuation, bon courage pour tes entraînements. Prépare-toi parce que là tu vas bientôt aller bosser. Et puis merci d'avoir pris une heure avec nous dans ton emploi du temps chargé. Il faut encore que tu te prépares pour aller bosser, il faut encore que tu fasses ton poste du jour, il faut encore que tu ailles t'entraîner. Donc bref, on t'embrasse, on te souhaite une bonne continuation. Et puis chères auditrices, chers auditeurs, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout n'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, à partager cet épisode au plus grand nombre. Il faut que l'on arrive à évangéliser chacune et chacun pour que les gens comprennent que le sport de haut niveau, ce n'est pas que pratiquer le sport que l'on aime, que s'amuser, c'est aussi beaucoup de galères, notamment pour financer sa carrière. Voilà, merci beaucoup à toi Hermano, ça a été un plaisir d'échanger tout ça avec toi. J'espère que ça fera prendre conscience à du monde. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez me solliciter sur les réseaux, je serai disponible. J'ai dit que je serai toujours disponible et ce sera toujours le cas. Merci à vous et à bientôt. Ouais, et je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode parce que Maté Gisek, même si ça s'écrit comme ça se prononce, des fois on le sait pas. Donc je mettrai tous les liens pour te contacter dans les notes de l'épisode. Salut Yannick. Ouais, ça fait peur. Ouais, allez, salut, ciao. Ciao. Yannick, que vous venez d'entendre, est un mec génial, un triathlète hors norme qui se bat tous les jours pour pouvoir financer sa carrière en ayant un emploi à temps plein. Et derrière chaque athlète, chaque médaille, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle de Yannick Maté-Gisek que vous venez d'entendre. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir encore plus sur Yannick et le soutenir dans son défi, eh bien visitez vestiaire.org/Yannick. Chaque euro compte et 100% des dons seront directement reversés à l'athlète. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!